Amis camping-caristes, bonjour et bienvenue sur la toute nouvelle chaîne Technique Camping-Car. Comme son nom l'indique, cette chaîne va être dédiée à la technique liée à tout ce qui équipe un camping-car. Alors, pour me présenter un tout petit peu, mon épouse et moi, nous avons déjà eu des camping-cars dans le passé quand les enfants étaient petits, il y a plus de 30 ans de ça. Après, les enfants ont grandi et on a fait nos vacances à l'étranger, depuis assez loin, donc on n'avait plus besoin du camping-car. Et maintenant que nous sommes revenus dans une phase où nous sommes à la retraite, et ben voilà, on a plus de temps, et on a racheté un camping-car d'occasion, un Pilote G740 de 7,49 m, avec une charge utile soi-disant de 540 kg, on en reparlera dans les vidéos à venir. Nous avons touché ce camping-car au mois d'août, et nous avons déjà fait une première sortie pour aller à la réunion annuelle des camping-caristes à Saint-Amand-Montrond. Là, nous sommes sortis 3-4 jours, et première sortie, là, je me suis aperçu qu'on avait vraiment il y avait des soucis. Déjà qu'on a pris le camping-car, la première qu'on était le chercher au garage, il n'y avait plus de batterie, alors que c'est un camping-car qui a 2 ans. La batterie gel était morte, donc le concessionnaire qui nous l'a vendu l'a remplacé. J'ai payé un peu plus cher pour avoir une batterie lithium, donc je suis passé sur une batterie lithium de 150 ampères. Et donc nous sommes partis donc, à cette réunion de camping-caristes. Et bah, là, je me suis aperçu que quand on roulait, ça ne rechargeait pas. Normal, c'est un camping-car Euro 6 et Pilote ne l'a pas équipé d'un booster DC-DC. Ça veut dire que ça recharge, si j'ai tout bien compris dans cette technique des alternateurs soi-disant intelligents, ça ne recharge pas quand on roule, ça recharge quand on désaccélère. Alors ça pose un problème, c'est que ça ne charge pas, quoi, tout simplement. Et puis aussi, je me suis aperçu qu'à l'arrêt, ça se déchargeait beaucoup. Et donc, mon ancien prédécesseur avait installé une pile à combustible, une FY80. J'ai voulu la mettre en marche et je me suis aperçu qu'elle consommait 2 fois moins, enfin qu'elle produisait 2 fois moins d'énergie que ce qui était affiché sur le papier. Elle a que 2 ans quand même, et qu'elle consommait quasiment 4 fois plus, donc de méthanol. Un autre problème, donc je l'ai fait retourner à l'usine en Allemagne pour qu'ils contrôlent ce qui se passe. Bon, donc gros problème d'énergie. J'ai décidé d'équiper donc le camping-car de capteurs de mesure qui enregistrent en permanence. Alors, au niveau de l'énergie, j'ai pour l'instant 2 capteurs qui mesurent la tension. J'ai mis un capteur de tension sur l'alimentation des allumes-cigars, c'est-à-dire que je mémorise les phases où le camping-car tourne. J'en ai mis un autre sur la batterie de la cellule, et j'ai équipé également le camping-car de sonde de température. Nous allons voir aussi pourquoi. Voilà donc la petite présentation. Et là, les enregistrements que je vais vous présenter ont été faits fin novembre, début décembre. Nous sommes partis une quinzaine de jours, 13 nuits exactement, en Alsace, voir les marchés de Noël. Et j'ai enregistré tout ce qui se passait au niveau température, hygrométrie, tension, avec des relevés également de la bouteille de gaz, puisque j'ai fait mettre sur la bouteille de gaz un appareil qui mémorise les niveaux, enfin le niveau du gaz sur la bouteille GPL, afin de lier la consommation à la température extérieure. Car aussi bizarre que cela puisse paraître, j'ai vu aucun fabricant de camping-car donner des courbes de consommation de gaz avec le Truma par rapport à la température extérieure. Il suffit simplement de mettre le camping-car dans une cellule climatique et de peser la bouteille en permanence et de faire des paliers de température qui démarrent, je dirais, à 10 degrés, 5 degrés, 0 degrés, moins 5, moins 10, moins 15, et de dire, bah voilà, à chaque
gradient de température, vous consommez tant de grammes de gaz. Ça, ils ne le font pas. Ça serait pourtant très simple à réaliser. Puisqu'ils ne le font pas, moi je vais le faire. Évidemment, je n'ai pas de chambre climatique, mais je vais avoir des capteurs de température qui vont mémoriser en permanence, toutes les 2 minutes, toutes les températures hygrométrie, données techniques dans le camping-car. Évidemment, je vais l'équiper au fur et à mesure, mais là, comme vous allez le voir, j'ai déjà démarré en Alsace avec des mesures qui donnent déjà pas mal d'informations. Nous allons déjà regarder ce premier voyage. Passons à la technique. Les thermomètres enregistreurs de température et d'hygrométrie. Là, nous en avons 5. Le premier à gauche est un thermomètre avec sonde déportée. Et tout à fait à gauche, mon thermomètre étalon qui va permettre de contrôler que la mesure de température est exacte, car j'ai trop souvent vu des films où on démarrait des enregistrements dans un même milieu avec des différences de plusieurs degrés, voire 4 ou 5 degrés. Pour ce faire, donc déjà l'élément de mesure a une précision de 0,3 degrés sur l'étendue de mesure et de 3% sur l'étendue de mesure de l'hygrométrie. Mon thermomètre étalon, lui, de son côté, a une précision au centième, c'est-à-dire qu'il a une précision de 0,02 degrés et 0,03 degrés pour la sonde. Donc on a une précision 10 fois supérieure à l'élément de mesure qui va permettre de faire les expertises. Pour ce faire, on met toutes les sondes dans un même carton, qu'on place dans un réfrigérateur, qu'on place dans un congélateur et qu'on place dans un four. Tout ça pour s'assurer, et puis à la température ambiante, tout ça pour s'assurer que la précision est égale sur toute l'échelle de mesure, ce qui est très important. Ensuite, nous avons la possibilité de corriger, si besoin était, chaque sonde, avec le logiciel qui est gratuit, qui est livré avec. Dans notre cas de figure, ça n'a pas été obligatoire. La précision était bonne, au 10e près. Et là, c'est les fréquences d'enregistrement. Je vais régler sur 2 minutes, ce qui nous donne plusieurs jours, voire semaines, d'autonomie. L'appareil qui me sert à enregistrer les tensions, que j'ai moi-même étalonné avec un appareil de laboratoire, l'ensemble a une précision de 1%. Lui, de la même manière, lui est horodaté, enregistrement tous les 2 minutes, pour qu'il y ait bien une bonne synchronisation sur tous les éléments. Voilà le tableau des enregistrements une fois terminés. Donc sur mes 13 jours de campagne que j'ai fait pendant nos vacances en Alsace, on a 720 enregistrements par sonde et par jour, ce qui nous fait 9360 enregistrements par sonde et 8400 enregistrements en tout. Donc on a quelque chose vraiment très précis et avec des fréquences relativement rapides. Tous les 2 minutes, les températures ne varient pas à une grande vitesse. Donc après on va pouvoir regarder où on installe, ou plutôt j'ai installé toutes ces sondes de température. La première dans le freezer, donc dans la partie soi-disant congélateur, le réfrigérateur ici, au-dessus du bac à légumes, en partie basse, la partie la plus froide. Là on voit l'étiquette du réfrigérateur, donc on sait qu'on consomme 250 watts en 220, 170 watts en 12 volts, c'est-à-dire 14 ampères, et 550 watts de chaleur dégagée quand on est en GPL. Là, nous avons donc l'évaporateur. J'ai mis une sonde dans l'évaporateur pour connaître les cycles d'enclenchement et de coupure, piloté par le thermostat. Ils ont mis un thermostat d'évaporation et pas un thermostat d'ambiance. Et là, nous avons la température extérieure que j'ai mis dans le local GPL. La sonde, je l'ai mis en dessous le camping-car parce qu'il y a des aérations.
Là, on voit le thermomètre qui est sur la bouteille. C'est juste pour les besoins de la photo, parce qu'en réalité, il est placé un peu plus loin. On a une grande sonde. Sur la bouteille, c'est pas bon, parce qu'elle a tendance à transpirer un peu, voire même givrer. On verra pourquoi par la suite. Il y a des raisons à cela, mais c'est important de les connaître. Et enfin, j'ai une dernière sonde qui est dans le camping-car, au milieu de celui-ci, pour mesurer la température ambiante. Donc maintenant, on va passer aux courbes. Voilà la partie la plus intéressante, l'analyse des courbes. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les enregistrements sur les 13 jours, enfin 13 nuits et 14 jours où nous sommes partis. Enregistrement, je précise, encore une fois, tous les 2 minutes. La courbe du haut, la marron, représente la température intérieure dans le camping-car. En sachant que quand on s'arrête pour faire des visites, des promenades, on mettait pas forcément le chauffage en fonctionnement, car sur ce camping-car-là, c'est un chauffage gaz uniquement. On n'a pas le chauffage sur le truma électrique. Donc on laissait tomber un petit peu la température quand on n'était pas là, pour remettre en chauffe un petit peu le soir quand on rentrait. Donc la température intérieure moyenne sur toute la période est de 18,6 degrés. La plus froide, 8,22, et la plus chaude, 25,15 degrés. Juste en dessous, en bleu, on a la température extérieure. Donc la moyenne est de 5,42 degrés sur la période, 0,38 au plus froid et 16,16 au plus chaud. Donc la courbe bleue. En dessous, vous avez la courbe rouge qui, elle, correspond à ce qui nous intéresse le plus, c'est la température à l'intérieur du réfrigérateur. Et je reprécise encore, le thermomètre est posé sur le bac, donc dans la partie basse, la plus froide, sur un réfrigérateur statique. Donc c'est le plus froid qu'on peut avoir dans le réfrigérateur. Et là, on s'aperçoit, si on regarde bien, que jamais on descend aux 3 degrés, ou très rarement, au niveau du trait horizontal rouge, ça représente les 3 degrés. Donc, jamais on y descend, ce qui est normal, puisque la moyenne globale est de 6,06 degrés sur la période, la plus basse 3,33 et la plus haute 10,3. On regardera plus précisément ces températures, mais si on regarde dans les cercles que j'ai dessinés, c'est les parties où le camping-car roule. Donc les traits verts verticaux que vous voyez, c'est à chaque fois que je démarre le camping-car, l'enregistreur de tension détecte que le camping-car tourne, et j'enregistre ces périodes-là. Donc ça permet de bien situer les périodes où le camping-car fonctionne, et on voit très bien que les températures dans le réfrigérateur remontent, mais même très fortement. Ils remontent très fortement. On regardera ça après plus dans le détail. En dessous, donc le trait horizontal des 3 degrés, nous avons la température dans l'évaporateur. C'est le thermomètre que j'ai mis entre les ailettes, qui surveille donc la température d'évaporation et aussi les cycles de fonctionnement du froid. Donc on voit que ça aussi, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est très régulier. Ça, c'est les cycles de froid qui régulent en fonction de la température des ailettes et pas de la température dans le réfrigérateur. Et on voit aussi très bien que dans ces périodes-là, on a, quand le camping-car roule, on a la température qui augmente. On regardera ça un peu plus dans le détail. C'est dans les parties rouges, par exemple, dans les cercles rouges que j'ai fait, qu'on voit tout à fait ça. Alors, les cycles de froid au niveau de l'évaporateur, c'est du moins 2,6 en moyenne, moins 5 au plus froid, et moins 9,9 au plus chaud.
Ce qui veut dire qu'en faisant du -5, c'est assez compliqué de faire du +2, +3 dans l'enceinte. Et puis tout en bas, en jaune, on voit la température dans le freezer, pour pas dire le congélateur. Et là, on voit très bien que c'est pareil, ça oscille et ça remonte. Les températures remontent quand le camping-car est en fonctionnement, puisqu'on arrête de faire du froid. Bon, j'ai aussi noté la pose de la grille hiver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit peut-être que ça va faire plus de froid si je mets la grille hiver. C'est-à-dire que je bouche la partie basse derrière le réfrigérateur. Et on s'aperçoit que ça change rien du tout. Ça fait pas plus de froid si on bouche. Voilà donc cette petite analyse des 15 jours. On va regarder d'une manière un peu plus précise 1 ou 2 journées. Prenons une petite période du 30 novembre à 7h au 1er décembre 7h. Pourquoi 7h? Ça permet de voir le matin à quelle température se situe le réfrigérateur. Donc là on le voit bien sur la courbe rouge qu'on est aux alentours de 5 degrés. Le camping-car démarre, donc on passe en 12 volts. Et automatiquement, si vous suivez la courbe rouge, on voit que ça remonte. Ça remonte même fortement. Pour, une fois le camping-car arrêté, redescendre tout doucement sur toute la nuit jusqu'à 7h du matin le 1er décembre, où on arrive encore aux alentours de 5 degrés. C'est dur de faire du froid avec un frigo absorption, hein, c'est pas violent. Si on regarde également la température d'évaporation, donc en bleu, on voit les cycles de clenchement jusqu'à 7h du matin. Et à partir du moment où on démarre le camping-car, vous voyez, on n'arrive plus à couper. Sauf pendant la période d'arrêt, là où on est redescendu un petit peu, à la verticale de la flèche rouge où j'ai marqué pose de la grille d'hiver. Oui, effectivement, j'ai posé la grille hiver dans cette période-là pour voir si ça allait améliorer le froid, ce qui n'est pas le cas du tout. Pourtant, dehors, il fait froid puisqu'on tournait aux alentours de 2 degrés dans cette période-là. Voilà, tout ça pour dire que quand le camping-car fonctionne en 12 volts, hein, pendant qu'on roule, la température remonte dans le réfrigérateur, malgré qu'il ne fasse pas excessivement chaud à l'intérieur du camping-car. Donc l'été, ça doit être vraiment terrible quand il fait 25-26 degrés dans le camping-car et une trentaine de degrés dehors. Voilà, donc on va voir comment l'été, on va pouvoir essayer d'améliorer ça en mettant un ventilateur. Avant de passer à la phase d'amélioration donc du réfrigérateur, surtout en période d'été, un petit rappel des températures sur le tableau que vous avez sous les yeux. Des températures conseillées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour les réfrigérateurs. On voit que tout ce qui est viande hachée et viande séparée mécaniquement, c'est-à-dire des coupes, il faut que la température soit au maximum à 2 degrés. 3 degrés pour les abats. Et on a aussi les repas préparés d'avance autour de 3 degrés aussi. Donc la température de 5 degrés, c'est pas le top. Faut le savoir, faut faire attention, faut pas laisser longtemps les aliments, les viandes à l'intérieur du réfrigérateur. Et surtout, bien se préparer pour l'été, parce que l'été, j'ose même pas penser quelle température on va trouver. Donc je vais dans la vidéo suivante, enfin dans les vidéos suivantes, faire voir comment fonctionne actuellement la ventilation statique à l'arrière du réfrigérateur et voir comment il serait possible de mettre un ventilateur, comme ça se fait, les kits se vendent, mais comment bien le poser. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. On va continuer à investiguer sur le frigo absorption dans les camping-cars.
et notamment la pose d'un ventilateur à l'arrière de celui-ci pour refroidir le condenseur. J'ai vu pas mal de vidéos sur Internet qui débattent de ce sujet-là, et j'en ai vu une qui m'a assez étonné, où on disait qu'il valait mieux souffler sur le condenseur qu'aspirer, parce qu'il y avait plus d'air qui sortait du ventilateur. Pour preuve, c'est qu'on se mettait toujours face à un ventilateur et jamais derrière. Donc quand on se met face à un ventilateur, on a la sensation d'avoir plus d'air qui nous souffle dessus que si on se met derrière, tout simplement parce que la concentration de l'air est faite sur une petite surface. Mais je confirme, et là on va faire la démonstration, que le débit d'air aspiré et soufflé est identique. Un ventilateur ne fabrique pas de l'air. La seule chose, c'est qu'elle est canalisée d'une manière différente. Ici, j'ai mis à l'intérieur de cette petite gaine en carton un ventilateur de 90 par 90. C'est un ventilateur identique de ceux qu'on trouve chez Domotique, qui sont vendus 70 € pour refroidir donc le condenseur d'un frigo absorption. Celui-ci, il est donné pour 87 m3 et 2 watts. C'est acheté, je l'ai acheté sur Internet pour une dizaine d'euros. Contrairement à Domotique, qui se vendent dans les 70 €, c'est à peu près les mêmes, à quelques mètres cubes près peut-être. Et comment dire, mais par contre, eux, ils vendent avec un petit thermostat. Bon, on reviendra sur cette pause un peu plus tard. L'idée là, c'est de faire un petit contrôle que le débit d'air soufflé est identique au débit d'air aspiré. Pour ce faire, j'ai une petite alimentation stabilisée pour bien se mettre en 12 volts. Donc là, je peux régler mon débit. Là, je vais le mettre pile à 12 volts. Voilà, 12,1. Matériel de laboratoire. Et je vais l'alimenter. Et là, nous voyons qu'on consomme 0,21 ampères. On l'entend, il fonctionne. Je vais prendre mon anémomètre. Alors, anémomètre avec une précision de 5%. Bon, c'est pas terrible, mais pour la démonstration, ça suffit largement. Je vais le mettre dans le bon sens à l'aspiration. Voilà. On aspire en moyenne sur la surface. Alors, le ventilateur de l'anémomètre correspond pile au diamètre. Ça facilite la mesure. 4,9 mètres secondes, c'est des vitesses en mètres secondes. Et à la sortie, en faites-moi confiance pour la mesure, on a exactement la même chose, je me déplace un petit peu, 4,9 mètres secondes. Donc on a la même vitesse à l'entrée et à la sortie, donc on a le même débit. Pour calculer le débit, il faut prendre donc la surface en mètres carrés, 0,09 par 0,09, multiplié par 3600 secondes, pour avoir des débits en mètres cubes, et par la vitesse. Donc, là, je fais ce calcul. Ça donne 128 mètres cubes. C'est étonnant parce qu'il est donné pour 87. Bon, matériel chinois. Et 0,21 fois 12 volts, ça donne 2,5 watts, alors qu'il est donné pour 2 watts. Bon. Donc il est plus puissant, il a plus de débit, ce qui est logique, sauf que l'étiquette du produit n'est pas bonne. Donc nous voyons que nous avons un ventilateur qui souffle autant qu'il aspire. On peut aussi voir que si jamais on bouche un petit peu, on crée des pertes de charge. Voilà. On est passé à 0,22, 0,23 ampères. Et si on faisait la mesure du débit, on verrait que le débit chute quand on augmente les pertes de charge. Et la consommation aussi. C'est important parce que la manière dont on va poser le ventilateur derrière le réfrigérateur, on peut créer plus ou moins de la perte de charge. Voilà. Pour la petite démonstration, maintenant, on va passer... je vais construire une petite maquette pour simuler une cloison derrière le réfrigérateur d'un camping-car, sur lequel je vais mettre une petite résistance de 300 watts. Je vais mesurer le débit d'air en ventilation statique et le débit d'air en ventilation mécanique, donc avec un ventilateur.
avec le ventilateur placé sur la grille haute et le ventilateur placé à l'arrière du réfrigérateur, soufflant sur le condenseur. Ça, c'est la prochaine démonstration. Avant de démarrer les essais, une petite explication sur le montage que j'ai fait avec du matériel de récupération, des panneaux de bois. J'ai simulé le fond du réfrigérateur, c'est cette plaque-là. L'épaisseur qu'on a entre l'arrière du frigidaire et la paroi du camping-car. Tout à l'heure, je fermerai ça avec une tôle ici pour éviter de mettre le feu. Voilà, et je vais simuler la reprise d'air et le rejet par la grille du haut. En version statique et en version ventilée. J'ai mis un petit ventilateur ici comme domotique les vents. 300 watts, alors j'ai plusieurs résistances qui font une puissance globale de 300 watts sous 220 volts que j'ai raccordé à un compteur d'énergie qui est ici que vous verrez tout à l'heure. Le petit ventilateur domotique, l'équivalent de domotique, 92 par 92 mm en 12 volts. Et comme toujours, mon thermomètre étalon qui est à 14,2 degrés et 3 sondes de température qui sont tous à la même température parce qu'il faut contrôler l'exactitude, mais également que chaque appareil mesure avec des sondes rapprochées les unes des autres comme ici, la même chose. Donc nous sommes à 0,1 degré près, identiques partout. Je vais placer ces sondes, une en partie basse, une à l'aspiration du ventilateur et une en partie haute, ici. C'est, comment dire, je vais après tout refermer et ici je vais créer une petite gaine, vous verrez, là je vais fermer ça, comme ça, pour pouvoir mesurer le débit d'air, rejeté soit en statique, soit en ventilation mécanique avec le ventilateur. Et ça permettra de voir si ça ventile bien. C'est monté de la même manière que dans un réfrigérateur. Donc ces résistances-là simulent le condenseur qui absorbe la chaleur amenée au bouilleur, plus la température absorbée dans le réfrigérateur. Donc 300 watts, c'est tout à fait ce qu'on a sous 220 volts. On a beaucoup moins sous 12 volts et un peu plus avec le gaz. C'est pour ça que ça marche mieux avec le gaz qu'avec l'électricité et encore mieux que sous le 12 volts. Voilà. Donc maintenant, je vais tout remonter, placer les sondes, le mettre verticalement et on va mettre ça sous tension pour voir ce que ça donne. Donc on va démarrer la première expérimentation avec les 3 thermomètres que j'ai étalonnés tout à l'heure, calibrés. Ils sont tous à la même température. Bon, il fait pas bien chaud ici, mais 16,1, 16 et 16,2. À 1/10 de degré près, ça se tient. La grille d'aération haute. Le thermomètre du milieu, il prend la température à l'aspiration du ventilateur. Celui-ci, tout en bas, là c'est la sonde qui est mise en bas. Et celle-ci, la sonde, elle est là, tout en haut. Donc on va commencer par enclencher le chauffage. Donc j'appuie. Voilà, et on va attendre un petit peu que ça monte en température, que ça se stabilise, pour voir ce que ça donne. Entre-temps, je vais fermer ça. Et je mesurerai la vitesse de l'air en statique par convection. Donc je rappelle, la convection, c'est quand on chauffe de l'air, l'air devient plus léger et a tendance à monter. C'est comme l'air chaud au plafond d'une maison ou la montgolfière, c'est le même principe. Donc on va avoir une convection naturelle du bas vers le haut de l'air qui sert à refroidir le condenseur. Donc attendons un tout petit peu. Bon voilà, ça fait un petit quart d'heure peut-être que ça tourne. On a 300 watts d'enclenché sur la résistance. Là j'ai un petit boîtier qui me donne la puissance instantanée, la tension, la fréquence du courant, l'intensité. Voilà, et on oscille entre 200 et 300 watts
Pourquoi? Parce que j'ai une résistance avec un Clixon dessus qui coupe de temps en temps quand ça monte trop en température. Donc, qu'avons-nous comme température? 15 degrés en bas, 15,3 degrés à l'aspiration du ventilateur qui ne tourne pas pour l'instant, hein, on travaille en statique. Et dans la partie haute, juste derrière la grille, on a 38,8 degrés, presque 39. On sent d'ailleurs que c'est chaud au-dessus. Je vais, avec mon anémomètre, mesurer la vitesse, qui est extrêmement faible, puisque j'oscille. Alors je vais faire une petite moyenne. Je suis à la limite des capacités de l'appareil. On est à 0,1 mètre seconde. Voilà, donc c'est du statique. Il n'y a pas un gros débit, c'est tout à fait normal. Voilà, donc en statique, nous avons un faible débit d'air, 0,1 mètre seconde, 39 degrés en partie haute, je répète, et 15 degrés ici et 15 degrés là. Bon, maintenant, je vais mettre en marche le ventilateur. Donc, mon alimentation stabilisée. Voilà, c'est parti. 0,21 ampères. C'est comme les mesures précédentes. Et là, on va voir ce que ça va faire. On va attendre un petit peu que tout ça, ça se stabilise. Et je reviens faire des mesures tout de suite après. Alors, ça y est, ça s'est stabilisé. Que voyons-nous? Enfin, vous ne voyez peut-être pas, mais je vais vous le dire. Ici, nous avons 21 degrés, ça a augmenté un peu. Ici, nous avons 21,1 à l'aspiration du ventilateur et 22,5, 23, pardon, au niveau du soufflage, en partie haute. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder la vitesse. En moyenne, on peut dire qu'on a entre 0,7 et 0,8 mètres secondes. Par rapport à tout à l'heure, on était entre 0,1 et 0,2. Évidemment, comme c'est ventilé avec un ventilateur, ça en a un peu plus de débit. Surtout, pourquoi a-t-on augmenté en température ici? C'est ça qui est important. Nous avons du recyclage. C'est-à-dire que l'air qui passe sur le condenseur tape en partie haute dans la cloison. Comme il y a plus de perte de charge sur la grille, l'air a tendance à revenir comme ça et être aspiré. Voilà, ça fait ça. Et même en descendant, ça a tendance un peu à réchauffer ici en créant une petite dépression. C'est pas bon, parce que là, il fait pas chaud ici dans la pièce. On a vu tout à l'heure qu'il faisait 16 ou 17 degrés, je me souviens plus. Ça veut dire qu'on recycle, tout simplement. Et on refroidit mal le condenseur. C'est pas une bonne solution, d'autant plus que, si on se souvient bien, si on prend l'épaisseur de la cloison, il y a le ventilateur qui est ici, et le condenseur qui prend une partie de la largeur de la cloison. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'air qui passe effectivement sur le condenseur, mais une autre partie de l'air qui passe à côté. Et l'air qui passe comme ça revient et réaspiré. Comme ça. Ce qu'il faudrait faire, pour être sûr que tout l'air passe là-dessus, c'est qu'il faudrait fermer ici et fermer de l'autre côté pour éviter justement ce recyclage et forcer tout l'air à passer sur la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire sur le condenseur. Donc cette solution-là, elle n'est pas top pour deux raisons, hein, c'est qu'il y a du recyclage et tout l'air ne passe pas sur le condenseur.
On va faire un autre test en mettant, comme certains le font, le ventilateur directement sur la grille. Donc je vais couper, tout démonter et monter le ventilateur sur la grille. On se revoit après. J'en profite que c'est démonté pour vous faire voir. Voilà. Si on met le ventilateur comme ça en dessous, l'air qui est soufflé va passer en partie ici entre le condenseur et la cloison, puisque le condenseur est moins large que la cloison. Mais il y a une partie qui va passer de chaque côté et qui va être recyclée, parce que c'est plus facile pour le ventilateur d'aspirer l'air qui est ici, d'accord, qui tape dans la partie haute, que la partie qui est en bas, surtout qu'en bas, il y a une grille. Là, je ne l'ai pas mise, mais ça accentuera encore plus le phénomène. Donc, ventilateur comme ça, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, il faut fermer ici et fermer là, pour obliger l'air à aspirer en dessous et à rejeter au-dessus. L'idéal étant de fermer ici, en réalité, de chaque côté du condenseur. Bon, le condenseur, il est un peu plus large que ma petite résistance, là, mais il faut empêcher absolument l'air de revenir, mais surtout l'obliger à passer à travers cette partie-là. Donc là, c'est pareil, il faudrait avoir une planche qui ferme comme ça et qui ferme ici. Enfin bon, il faut canaliser l'air pour qu'elle passe absolument sur le condenseur. Voilà. Maintenant, je vais mettre la grille au-dessus. Alors avec la grille au-dessus, c'est pareil, il faut canaliser l'air pour obliger l'air qui va être aspiré à pas passer sur les côtés, mais à passer bien à travers le condenseur. C'est évident. Donc le dernier essai, nous avons toujours entre 200 et 300 watts de chauffe. Le ventilateur a été mis contre la grille de ventilation, bien collé contre, et regardons ce que ça donne. Donc là sur le côté, j'ai 0,4, 0,5. Et là, évidemment, comme je me rapproche de l'emplacement où il y a le ventilateur, je passe à 2,1 mètres. 2,2, 2,1, 1,7, 1,3, 1 mètre seconde. Logique. Toute la ventilation est concentrée au milieu du fait qu'il n'y a qu'un seul ventilateur. Et au niveau des températures, alors j'ai 14,7, 14,8, 14,7, 14,8 à ce niveau-là. On a bien un flux d'air dans ce sens-là. Et tout à fait au-dessus, là, on a 14 degrés. Ce qui veut dire qu'on prend bien l'air du bas. On passe tout l'air sur la grille et tout est rejeté. Contrairement à tout à l'heure où il y avait une partie de recyclée. Donc je dirais que poser le ventilateur en soufflant sur la grille est nettement meilleur au niveau performance que de mettre un ventilateur comme ça. Sauf si on cloisonne. De toute façon, même en le mettant au-dessus, il faut quand même cloisonner de chaque côté pour forcer l'air à passer sur le condenseur. Dans tous les cas de figure, il faut canaliser l'air au maximum sur le condenseur. Sinon, on va aspirer sur les côtés, on va aspirer devant, et il y a une petite partie seulement qui va passer sur le radiateur, sur le condenseur. Ce qui permettra de mettre des ventilateurs aussi plus petits. Bon, nous arrivons au bout de cette vidéo. Et pour résumer, donc un ventilateur placé sous le condenseur, pourquoi pas? Par contre, il faut s'assurer de plusieurs choses. D'abord, cloisonner de part et d'autre, comme on le voit sur le dessin. J'ai mis des cloisons en rouge. Ça, c'est la première chose à s'assurer. Deuxième chose à s'assurer, c'est que l'air ne passe pas entre la cloison et le condenseur. Matérialisé là sur la photo par la flèche verte. Autre chose, il faut s'assurer également que le ventilateur n'est pas trop près du condenseur. Pourquoi? Parce que toute la dynamique de l'air va passer sur les premières ailettes, à gauche du trait jaune que j'ai mis sur la photo, et rien va passer sur les ailettes en partie droite. Donc il faut s'assurer que le ventilateur est suffisamment reculé et centré pour pouvoir faire passer l'air sur toutes les ailettes, travailler sur tous les changeurs.
Après, pourquoi pas mettre un ventilateur sur la grille? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus performant. Le rejet se fait d'une manière plus simple, directement sur la grille, mais il faut néanmoins aussi prévoir de cloisonner le condenseur pour que l'air ne passe pas entre le condenseur et la cloison, par exemple, ou sur le côté. Donc, c'est mieux de mettre les ventilateurs, on l'a vu, hein, ça évite tout un tas de soucis. C'est plus simple qu'à câbler. Et en dessous, si on le met sous le condenseur, il faut des fois sortir le condenseur, enfin le réfrigérateur pour le poser, parce que c'est pas, comment dire, c'est pas accessible, hein. Sur le mien, c'est pas du tout accessible. Donc le ventilateur là-haut, pour moi, c'est le mieux. Deux, pourquoi pas, si vous n'arrivez pas à cloisonner, en mettant plus de débit d'air, bah, vous allez créer, comment dire, plus d'air qui vont passer, même si ça passe sur les côtés, il y en aura toujours plus qui passera sur le radiateur. Pour ma part, moi je pense que bien cloisonner, ça permet de baisser le débit d'air et de mettre un ventilateur même plus petit. Voilà. Voilà pour résumer donc toutes ces mesures et ce qui est souhaitable de faire, selon moi bien sûr. Ce que je vais faire après. Donc pour mon voyage en Écosse, je vais installer d'autres thermomètres. Donc j'en avais déjà mis 5, hein, on a déjà vu ça. Je vais en rajouter 3 autres, rien que pour le réfrigérateur. Un que je vais mettre sur la partie de la tuyauterie gazeuse, donc c'est la sonde qui va être à droite, là, en rouge, et un autre qui va être mis sur la sortie liquide du condenseur. Tout ça pour voir, dans des conditions qui seront pas trop mal, puisque je vais y aller au mois de mai-juin, il fera pas encore vraiment très chaud, et je vais voir quelle température on a dans le réfrigérateur, et quelle est la température des gaz et du liquide. Ça va permettre par la suite de pouvoir bien régler le thermostat qui va piloter le ventilateur que je mettrai après l'Écosse. Donc au mois de fin juin, début juillet, je poserai le ventilateur à ce moment-là. Voilà pour résumer. Je vais mettre aussi encore 2 autres ventilateurs pendant que thermomètres pendant que j'y suis. Comme je vous l'ai dit, je vais faire mettre un climatiseur réversible en toiture, ce qui va me permettre l'hiver de chauffer quand je suis sur le 220 avec la pompe à chaleur, et non plus avec le Truma, parce que le Truma, ça consomme beaucoup de gaz. Je vais juste faire une petite aparté à la fin. Donc, ces 2 thermomètres, j'en mettrai un à l'aspiration, donc je mesurerai température hygrométrie à l'aspiration donc du climatiseur, et une autre sonde au soufflage, température et hygrométrie. Ça va me permettre, en mesurant le débit d'air, avec les différences d'enthalpie, de pouvoir calculer la puissance frigorifique l'été et la puissance calorifique l'été en fonction de la température extérieure. Je mettrai en même temps un compteur d'énergie qui va mesurer aussi les puissances consommées, comme ça j'aurai un COP. Voilà, ça c'est dans le futur, ça sera d'autres vidéos à venir. Et pour terminer donc sur la consommation de gaz, là vous voyez à l'écran, j'ai fait mettre un appareil qui fonctionne en Wi-Fi et qui transmet le niveau dans le réservoir. Donc j'ai une seule bouteille GPL sur les deux. Je me pose la question d'en mettre une deuxième et puis de supprimer la bouteille classique, parce que il faut chercher assez souvent l'hiver une station pour remplir, et ça, c'est assez embêtant. Ou alors je passe carrément le Truma sur le gasoil. C'est une réflexion que je suis en train de me faire. Bon, pour faire un petit résumé là sur ces 13 nuits passées, j'ai consommé 57 litres de GPL, ce qui correspond à peu près à 29 kg avec une densité de 0,506 pour 15 degrés. Globalement, ça fait 2,24 kg consommés par jour, avec un petit peu pour le réfrigérateur. Quand j'étais sur le 220, quand j'étais pas sur le 220, bien sûr, le réfrigérateur marchait sur le gaz. Ce qui fait qu'il fallait que je remplisse quand même tous les 3-4 jours. C'est assez embêtant. Donc, un plein tous les 3-4 jours, par 5 degrés extérieurs en moyenne sur toute la période. Voilà ce que ça donne, 2,24 kg
par jour de consommation de gaz. Donc je vous dis à plus tard. Fin juin, début juillet, je referai une autre vidéo pour faire un petit résumé qui sera beaucoup plus court maintenant que ça, parce que vous connaissez ma méthode de travail. Hein. Je contrôle toutes mes mesures pour être sûr que ce que j'avance est sûr. Voilà. Et j'enregistre tout d'une manière simultanée. Donc au fur et à mesure que je vais avancer dans le temps, mon camping-car sera équipé de sondes qui vont rester à demeure. Je ne vais pas démonter et remonter, ça va rester là. À chaque fois que je vais sortir, je vais enregistrer. Voilà, et puis je vous dis à l'année prochaine. Et puis pour un résumé de mes vacances en Écosse. Au revoir.